Le 3 novembre 2022, ça fait 62 ans que Félix Moumié a été assassiné parce que le régime de Yaoundé et la France avaient peur de lui. Cet événement est passé inaperçu puisque Félix Moumié n'a jamais été considéré par des hommes politiques camerounais qui oublient tout ce qu'il a fait pour ce pays, qu'il s'est sacrifié, qui s'est même rappelé de cette date. Et pourtant, c'est l'un des politiciens les plus brillants que le Cameroun ait jamais connu. Né en 1945, c'était un jeune monsieur qui était parti faire des études dans une école de médecine à Brazzaville, et puis Dakar, où d'ailleurs il était sorti médecin spécialiste. Ernest Ouandié avait la dynamique. Et puis, il avait cet élan communiste qui faisait peur au régime de Yaoundé. Très brillant, eh bien, il voulait absolument s'intéresser à l'UPC grâce à un professeur qu'il avait rencontré au niveau de Dakar, un professeur français de surcroît, et qui lui avait vivement conseillé de s'allier à Oumniobé. Docteur Félix Moumié arrive donc au Cameroun en 1947. Et puis, grâce à cette relation, il finira par rencontrer Oumniobé à Kribi en 1951, juste avant son assassinat. 1948, autant pour moi. Il est arrivé en 1947 et puis 1948. Ils ont travaillé ensemble. Et lui, quand il a commencé à exercer, parce qu'on avait peur de lui, et surtout la France redoutait, on s'est mis à l'affecter partout, seulement dans des brousses, à gauche, à droite, et tout ça. Jusqu'à ce que, finalement, l'UPC sera interdite en 1955. Après l'assassinat, bien sûr, d'Oumniobé, Félix Moumié, qui avait été élu président, va reprendre le flambeau de la lutte. D'ailleurs, il est l'un des créateurs de la branche armée de l'UPC. Mais le régime colonial va absolument tenter de l'assassiner, puisque d'ailleurs, un bataillon va partir. Un bataillon français va partir de Koutaba pour tenter d'aller l'assassiner là où il était parti se réfugier dans le Cameroun anglophone. Mais il finira par échapper, par hasard. Une autre fois avant cette fuite, on avait voulu l'assassiner à Douala, à l'hôpital La Quintini, là où il exerçait. Juste avant l'arrivée des services secrets, il avait disparu. Dieu était avec lui. Et puis, lorsque l'UPC a finalement été interdite aussi au niveau du Cameroun anglais, Félix Moumié était obligé de s'enfuir. Il est allé au Sud-Soudan. Et puis, après le Sud-Soudan, il allait au niveau rencontrer Nasser. Et puis, après Nasser, il naviguait entre la Guinée, le Ghana. Il avait reçu le soutien de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré. Il était décidé de changer beaucoup de choses parce que non seulement il avait conduit la délégation de l'UPC au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU pour revendiquer l'indépendance. Biya n'a jamais revendiqué l'indépendance. Il a fait la même chose que
pour revendiquer l'indépendance du Cameroun. C'est grâce à ses actions, parce qu'il avait un réseau terrible, que finalement, il y aura une panique. La France va décider d'accorder une indépendance badigeonnée à l'emporte-pièce au Cameroun, en faisant d'Ahidjo, justement en 1960, le tout premier président camerounais, qui était, faut-il le reconnaître, à la merci de la France. Lorsqu'on se rend compte que lui, il a déjà pris la route de l'exil, eh bien, les services français vont se rendre compte que, même à l'extérieur en Suisse, il avait rencontré des diplomates chinois pour pouvoir avoir des armes et aller encore combattre au Cameroun. Il faisait des levées de fonds. Il disait, ce n'est pas une indépendance ça. Il nous faut notre vraie indépendance et non qu'on dise que nous sommes indépendants et Ahidjo est assisté par des militaires français et tout ça, c'est eux qui décident de tout. La France va donc se rendre compte qu'il est beaucoup nuisible et c'est là où la France va dépêcher quelqu'un qu'on appelle William Béchel, des services secrets qui était déjà réserviste. William Béchel va partir de la France pour aller s'installer dans l'hôtel où logeait Félix Moumié. Entre-temps, il recrute une belle prostituée, Liliane, comme un appât pour tendre l'embuscade, pour tendre le piège à Félix Moumié. Docteur Félix Moumié, un soir, va au restaurant, là il déjeunait souvent. C'est en ce moment-là qu'il voit la belle blonde sourire. Au moment où il veut passer, et lui aussi sourit. Et immédiatement, William Béchel l'invite à s'asseoir. Se présente même comme un journaliste. Lui dit, mais je t'ai rencontré à Helsinki, au sommet. Après, Félix Moumié dit, mais moi je ne me souviens pas, je n'étais pas là-bas. Après, il dit, bon, de toutes les façons, ça ne fait rien. Est-ce que tu peux prendre un pot avec nous? C'est comme ça qu'il va accepter, partager la table avec eux, alors que c'était un piège. Pendant la soirée, pendant qu'il est en train de causer avec la belle blonde, qui est en train de le distraire, William Béchel, lui, il met le talion, une dose, dans le verre. Parce qu'il avait demandé le Périgord, c'est ça qu'il buvait, et non le Ricard. Contrairement à ce qui est écrit, ce n'est pas le Ricard. C'était le Périgord qu'il avait demandé. 3 verres de Périgord arrivent, on fait la santé, mais il a un 6e sens, il ne boit pas. Et puis on sert le repas, on sert du vin. On lui sert du vin, il ne boit pas du vin, il mange, et il va se lever pour aller aux toilettes. C'est là où on met, William Béchel remet le poison dans, cette fois-ci, le verre de vin. Et il revient s'asseoir. Au lieu de boire, il continue à parler. William Béchel, il désespère. Il lève le verre, il repose le verre. Bref, il avait cette intuition. Mais malheureusement, à la dernière minute, il va se décider à prendre les 2 verres. Il boit, il est vide, et quand il rentre dans son hôtel, il est paralysé, des douleurs partout, mais il ne peut pas agir. Il est médecin lui-même, mais il n'a plus de force. Entre-temps, William Béchel a déjà pris la fille, ils ont déjà démarré, ils sont en France. C'est comme ça que, dans la matinée, parce que justement, il devait voyager pour aller à Conakry. Le plan de Béchel était qu'il aille mourir à Conakry. Donc, il ne devait pas boire les 2 doses. Il devait boire une seule dose. Sauf que, malchance pour eux, il a bu les 2 doses. Lorsque cette femme-là vient le découvrir, appelle les ambulances, on le ramène à l'hôpital, à Genève. Malheureusement, il ne pourra pas tenir. Mais il va donner des indices
en disant main rouge, c'est-à-dire que l'organisation qui avait été créée pour tuer les nationalistes africains et les panafricanistes. Il va dire main rouge, il va dire thallium. Et c'est à partir de ces indices que la police suisse va donc ordonner qu'on aille fouiller la chambre, on lance une enquête, et c'est là où le voisinage va raconter qu'effectivement il avait déjeuné dans un restaurant avec ces gens-là. On repart donc dans l'hôtel, on découvre effectivement que William Béchel avait réservé une chambre dans cet hôtel. On va dans la chambre, on se lève, on trouve qu'il y avait une artillerie, le thallium, le poison, tout était là. Donc, il y avait toutes les traces. Entre-temps, lui n'avait pas survécu. Le 3 novembre 1960, à 19h30, il rend l'âme. Le 18 novembre 1960, le docteur Félix Moumié, sa dépouille arrive en Guinée-Conakry. Il n'avait que 35 ans. 35 ans! Et il n'a même pas eu les honneurs d'être enterré dans son Cameroun, pour lequel il luttait pour l'indépendance. Entre-temps, la justice lance un mandat d'arrêt contre William Béchel. La France prend William Béchel, cache William Béchel dans une villa à la Côte d'Azur payée aux frais de l'État. Ce n'est qu'en 1974, c'est-à-dire que 14 ans après la mort, l'assassinat de Félix Moumié, que par hasard, ce monsieur, ce couillon de service, ce meurtrier, ce sanguinaire, sera attrapé en Belgique parce qu'il était parti faire une autre mission là-bas, d'anciens combattants, d'anciens tueurs des Africains. Or, il y avait un mandat d'arrêt contre lui, on l'arrête. En Belgique. On le renvoie en Suisse pour qu'il aille en prison. On le met en prison. Les services secrets français et les hommes politiques se lèvent et disent que niet. Ils payent un avocat. Cet avocat va défendre ce criminel. Et ce n'est pas tout. Le juge tente de dire que non, on ne peut pas pour qu'on le sorte, là, il faut une caution. La France a payé 10 000 francs français à l'époque pour la libération de ce monsieur. La France était même prête, selon un livre qui est écrit par un général qui était dans l'opération, à aller libérer, à provoquer l'évasion de William Béchel. Si on ne le libérait pas, on l'a libéré sous prétexte que l'affaire sera encore jugée cette fois-ci en France. En 1980, l'affaire arrive sur le bureau du juge, sur la table. Toutes les preuves sont là. Le juge a pris tous les documents, il a jeté. Non-lieu. Non-lieu. C'est notre histoire. Le pire, c'est que la dépouille du docteur Félix Moumié, sa tombe a été creusée encore par d'autres services français pour enlever même la dépouille. Donc on ne sait même pas là où ça se trouve. On ne sait même pas là où ça se trouve aujourd'hui. Félix Moumié, personne n'en a parlé en ce mois de mai. Et pourtant, c'est notre histoire. On vous parle de Franck Biya. D'où sort Franck Biya? D'où sort Paul Biya? Est-ce que Paul Biya luttait pour ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays? Paul Biya était contre l'indépendance. Il était avec le docteur Louis-Paul Ojoula.
Et lorsque vous les voyez là, c'est pour ça que j'ai donné l'alerte sur l'organisation du meurtre sur Maurice Kamto. Est-ce que vous savez que à la dernière élection de 2018, à Vision 4, on avait déjà tenté ce coup-là. On avait donné l'ancien défi à Maurice Kamto d'aller à Vision 4. Et pourtant, entre-temps, ils avaient recruté un chimiste qui venait ou des États-Unis, quelque part là-bas. Ce chimiste-là, si Maurice Kamto s'approchait, s'il acceptait cette interview, ce défi qu'on lui disait, oh oui, nous vraiment, on est ceci, républicains, venez, venez, venez. C'était avec la complicité de cet amour Belinga. C'est maintenant que ce plan sort. C'est maintenant que ce qui faisait partie de ce complot commence à délier les langues. Qu'on devait empoisonner Maurice Kamto en plein studio. Et c'est pour ça que je lui dis, lorsqu'on vous dit maintenant d'aller faire des débats là, méfiez-vous. Ces régimes utilisent toujours d'autres politiciens. Et c'est pour ça que j'ai dit, attention, comment Cabral Libi demande déjà un entre... ou bien, je ne sais pas, où il est au courant ou il n'est pas au courant. Mais qui a demandé à Cabral Libi de demander un débat à Maurice Kamto? Qui lui a demandé? Et ce sera dans quelles conditions? Pourquoi il a dit ça? Et puis regardez comment il agit. Il dit aujourd'hui, parce qu'on ne fait que le pistonner, hein, ce n'est pas comme vous voyez là, comme on voyait les vrais politiciens, les Oumniobé. Ils étaient là pour dire non, c'est non, trop, c'est trop. Les Félix Moumier sont morts à 35 ans. Moi, j'entends les gens au Cameroun, celui-là à 40 ans. Oh, je suis le jeune Macron. L'autre, oh, je suis le jeune quoi. Oh, je suis le jeune Obama. Oh, je suis le jeune. Et tout ça, ce n'est que pour aller manger à l'Assemblée. Ceux-là sont morts. Ils n'avaient jamais demandé un débat contre notre opposant. Leur opposant, c'était la France et c'était un idiot. Ils n'étaient pas là pour débattre contre d'autres opposants. Ils se réunissaient. C'est-à-dire que quand vous voyez Wandier ou encore Moumier, quand vous voyez Oumniobé, ils venaient des aires différentes. Moumier était Bamoun. Wandier était Bamileke. Et l'autre, c'est-à-dire que Oumniobé était Bassa. Il n'y avait pas de tribalisme dans le combat. Et ça, ces gens-là sont entrés dans l'histoire, même s'ils ont été assassinés trop jeunes, trop tôt. Mais ils sont morts avec les honneurs. Leurs noms resteront. Mais moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, le régime Biya cherche seulement à désunir l'opposition. Et d'ailleurs, comme je le disais en 2018, les mêmes gens qui disent aujourd'hui que wow, nous voulons faire un parti unique pour l'opposition. Qu'est-ce qu'ils vous disent après? Non, je crois vraiment que ils envoient quelqu'un d'autre à la télé hein, et ils font le tweet après. Celui qui est à la télé et dit, bon, nous vraiment, comme Cabral Libi a dit, le président Cabral Libi a dit que bon, il faudrait un candidat unique de l'opposition. Je crois que ce que nous on va faire, c'est réunir plutôt les peuples camerounais. Donc, ils ne veulent plus. Et Cabral, il met comme ça, que c'est juste, bravo, tu as bien parlé. C'est le même qui venait de dire que il veut le parti unique de l'opposition. Je vais vous dire une chose. À l'UPC, quand on vous parle de Oumniobé n'avait pas de diplôme universitaire, n'avait pas de BPC. Mais tout le monde le respectait. Parce qu'il était ancien et il était un guide. Je vous fais comprendre que Félix Moumier, qui était pourtant un médecin très talentueux, était le porteur de sac de Oumniobé. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Chaque politicien vient et il frappe la poitrine. Oh, c'est moi. Oh, si quelqu'un n'est pas derrière moi, j'ai les députés, j'ai les maires, j'ai ceci. Mais attendez.
J'ai les maires, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que Oumioba avait les maires? Il avait les députés. Est-ce que Félix Moumia avait les maires, les députés? Mais ils avaient des valeurs. Tout comme certains politiciens qui avaient une certaine valeur au début, mais qui ont été retournés par le régime Biya. Je vous parle par exemple du cas de Frundi qui a quand même remporté l'élection de 92. Mais finalement, de la même manière qu'on a eu à faire avec Maurice Kamto en 2018, c'est ce qu'on avait déjà fait avec Frundi. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir arraché la victoire à Frundi, on est venu lui donner un peu d'argent là et on le piège hein, au Djega Palace. On lui envoie une mallette. Lui aussi, il prend. Il dit, ah, ouais, merci, envoyez-moi des milliards, envoyez-moi ceci et cela. Où est Frundi? Où est le SDF? Avec le Joshua. C'est maintenant 3%. Celui qui était encore crédible. Par la suite, c'était Garga Amanadi. Garga Amanadi est le tout premier ministre du régime Biya à démissionner. Il était ministre de la fonction publique et chargé du contrôle supérieur de l'État. Et justement, c'est en 92 qu'il va dire stop. Parce qu'il va dire à Biya, mais attendez, monsieur le président, vous m'avez nommé parce qu'il y a beaucoup de voleurs. Donc, il était surnommé le chasseur des baleines. Mais quand il va attraper des gens, je vois encore que c'est vous qui intervenez, que vos gens sont dedans et tout et tout. Mieux, je quitte l'affaire là. Et puis il avait vu comment on avait traité aussi Frundi. Garga Manadi avait ce qu'on peut dire un charisme. Il était de bonne probité morale. Il était un bon opposant. Il était respecté au nord. Mais qu'est-ce que Biya a fait? Il a laissé que Garga s'appauvrisse. Il le guette, il le guette. Et après, Garga est tombé malade. Juste, Biya regarde comme ça. Biya fait même qu'on annonce sa mort. On annonce tantôt la mort, après on vient faire des communiqués que non, il n'est pas mort. Et qu'est-ce que Biya fait? Biya l'appelle. Lui dit, mais monsieur Garga, comment allez-vous? Président, ça ne va pas, ça ne va pas. Paul Biya dit, ok, monsieur Garga, vous comprenez donc que vous m'avez abandonné et finalement c'est moi qui me soucie de toi. Oui, moi je me soucie. Parce que là, où est Frundi alors? Est-ce que les opposants... Il ne vient même pas me voir, il est encore opposant. Oh, président, il faut me sauver. Voilà comment Paul Biya piège Garga. Il prend donc un vol médical. Alors que justement, Garga avait droit à ça, selon les statuts de... Bon, Paul Biya dit, c'est un cadeau. Garga arrive à Paris. Garga est hospitalisé à la Salpêtrière, aux frais de l'État. Hein. Paul Biya guette, il soigne le bien. On soigne Garga. Garga est guéri. Garga trouve que mince, la vie est bien. Parce que Paul Biya, dans le truc qu'il a mis, des espions, hein, dans la délégation. Donc Garga, lui, voit qu'il accompagne tout simplement, mais les gars, ils sont là, ils enregistrent tout. Après, il dit à Garga, monsieur Garga, on me dit maintenant que vous devez sortir de l'hôpital, est-ce que vous êtes guéri? Garga lui dit, non, je ne suis pas encore guéri, président. Il dit, bon, dans ce cas, je vais t'envoyer à la Côte d'Azur. Il envoie Garga à la Côte d'Azur. À la Côte d'Azur, là aussi se trouve Franck Biya. On prend la villa. La villa a les caméras. On dit maintenant que Garga, on va te faire les massages, on va te faire ceci, on va faire cela. On envoie les Brésiliennes. Yeah! Dès que Garga a vu comment les filles viennent, elles tournent comme ça, avec les reins. Garga regarde comme ça, le cœur commence à battre. Une masseuse brésilienne. Elle masse en dansant, mais vous connaissez.
Et ce papa Garga lui aussi, il est dans une comme... Wow! On filme tout ça. Paul Biya rigole au palais. On dit encore aux filles accélérées. Les filles viennent maintenant avec les demi-strings. Garga veut poser la main comme ça, la fille tourne seulement la main. Garga pose aussi. Garga est au paradis. Garga ne mangeait plus le gari. Il mangeait tout simplement les fromages de ceci et cela. On dit à Garga, bon, je crois que vous êtes un gari. Non, je ne suis pas encore gari, excellence. On lui a dit donc, dans ce temps, on te ramène alors à la salpêtrière. Et non, ne me ramène pas là-bas. Hein? Voilà comment il se dit. Garga a failli caler ici. À cause des Brésiliens. C'est-à-dire que Biya te prend comme un enfant. C'est comme ça qu'il avait pris les Dakoli d'Aïssala et tout le reste là. Quand Garga arrive, non seulement il adresse les remerciements à Paul Biya, mais par la suite, on lui organise un plateau à la CRTV. Que vienne toi-même parler ici. Il s'assoit pour dire, je remercie le président, son excellence Paul Biya de m'avoir ressuscité. Un musulman, ce n'est plus Allah qui est ton Dieu. C'est Paul Biya qui t'a ressuscité. Dans l'émission, là, il avait même chassé une fille, vous vous souvenez, une journaliste. Il avait dit que toi, tu fais quoi ici? Moi, je ne veux pas de toi. La CRTV. La fille de Garga est recrutée à la CRTV. À la CRTV. Résultat des courses, quand Garga a fini de dire ça, on veut créer ce qu'on appelle une opposition unie. On approche Garga. Que bon, voilà, il faut qu'on trouve un candidat unique. J'ai vu certains dire que oui, on a voulu proposer à Cabral Libi qu'il s'unisse avec, qu'il soit derrière Maurice Kamto sans qu'on se partie. Mais je vous rappelle que l'avocat international, Maître Akedemouna, avait tout abandonné et pourtant il avait financé la campagne de ses poches pour se joindre à Maurice Kamto. Mais là, Garga, lui, étudie l'appel, on dit, il faut maintenant que tu te présentes. Comme ça, tu vas détruire l'opposition. Mais Garga dit, oh, je ne veux pas. Oh non, il ne faut pas qu'on me piège comme on a piégé au Frundi. Il ne faut pas qu'on me piège. C'est comme ça qu'on vient porter Garga chez lui. On l'amène à étudier. Et c'est là où Paul Biya lui donne l'argent de la caution et aussi l'argent de poche. Comme j'ai dit ça la dernière fois, que Garga, on a payé sa caution 30 millions. Il a commencé à courir partout. Oh, je prends des points. Il veut me tuer. Oh, c'est un étang. Oh, il est complice avec Paul Biya. Mais complice avec Paul Biya comment? C'est toi qui es complice avec Paul Biya, Garga. Garga. Est-ce que Paul Biya m'a envoyé les Brésiliennes? Comment toi-même tu peux trembler sur des Brésiliennes de Persie? Ouais, j'ai oublié. Tu es quand même musulman et tu es même un père, ouais. Pourtant, elle ne devait pas dire tout ça. Mais tu n'as rien fait avec les Brésiliens. Non. Moi, j'enlève. Il ne faut pas qu'avec ta femme là, parce que j'ai vu de l'autre côté. Dès qu'elle donne seulement l'information, j'entends que les femmes prennent seulement les valises et disent que, oh, moi, je quitte le mariage. Oh, yeah, je m'en vais déjà. J'ai aussi appelé. Bon, moi, Madame Garga, j'ai dit, hein, il n'a rien fait. Il dansait tout simplement. Il dansait la samba. Il dansait tout simplement. Quand on touche comme ça, il va le palais. Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Bon, il n'a rien fait. Je ne l'ai pas dit. Donc, Garga, quand moi je donne mes informations, je connais le montant qu'on t'a donné. Et dès que Garga est arrivé, Garga commence à dire que, oh, il commence à insulter seulement Maurice Kamto. Mais tu es opposant. Et tu n'insultes que les opposants qui laissent Paul Biya. Donc voilà nos opposants. Depuis des temps lointains, on les utilise pour tuer les autres politiquement. Si on n'y parvient pas,
on les élimine physiquement. C'est pour ça que j'ai pris ces exemples pour vous dire que lorsque vous voyez un certain nombre de gens s'agiter, au nord actuellement, on a cassé tout le monde. Et d'ailleurs, ceux qui font la campagne de Franck Biya, c'est qui? Mais dans le mouvement de Franck, c'est lui qui a fait les banderoles là. C'est un nordiste. Le plus grand fan défenseur de Franck Biya au nord, je vous ai dit que c'était qui? C'était Mamadou Youssoufa, que vous connaissez. Mahmouda Youssoufa. C'est-à-dire que l'ancien ami de Franck Biya. C'est lui qui est l'homme de main de Franck Biya actuellement aussi là-bas du côté de la jeunesse, hein, parce que comme il cartonne, il bouge, il recrute des gens, il fait ceci, il fait cela. Donc les opposants sont déjà morts. Il reste donc 2 personnes sur la scène qui devraient être éliminées de façon différente. Et d'ailleurs, qui sont déjà en train de s'éliminer. Puisque quand je vois aussi, que ce soit même du côté du MRC, je vois comment est-ce que certains cartonnent aussi et tout. Je vois aussi ceux des qui cartonnent le MRC. Et dit, ben, le régime est content, ils s'applaudissent. Tapis rouge pour Franck Biya. Tapis rouge, le gars va courir là-bas. Papa, comme papa. Après papa, c'est moi. Justement comme Aïdjou appelait Biya son fils. C'est comme ça. Et Biya parlait Foufoulde. Quand il va à Maroua, il parlait Foufoulde. Donc l'alliance Nord-Sud est en train de se reconstituer. Pendant ce temps, les bagarres de gauche à droite vont se faire pour que les adversaires potentiels puissent s'éliminer. Et on va profiter pour dire que non, ce n'est même pas nous qui avons éliminé tel ou ceci et cela, alors que c'est la main rouge, comme le disait déjà Félix Momier. Le Cameroun est dirigé par une main rouge, donc le chef de gang est actuellement Paul Biya.